Figaro Live, il est un peu plus de 11h11 et dans un peu moins de 12h, on saura peut-être si l'opposition vénézuélienne réussit son pari, si l'heure de vérité aura sonné à Caracas, si l'opposition va parvenir à faire reculer, voire à faire chuter Nicolás Maduro. Faut-il de nouvelles élections au Venezuela? Faut-il de nouvelles élections présidentielles? Faut-il de nouvelles élections législatives? C'est la question, vous le voyez, qu'on vous pose ce matin sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Et c'est la question qu'on se pose depuis un peu moins d'une semaine, depuis qu'on a entendu cette déclaration de celui qui était jusque-là que le président du Parlement vénézuélien. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Bonjour Patrick Bell. Bonjour. Vous êtes au service international, le spécialiste de l'Amérique latine au Figaro, et vous avez été le premier en France à réaliser cette interview de Juan Guaidó. Jusqu'où est-il prêt à aller? Juan Guaidó, il ira jusqu'au bout, il ne va pas lâcher, il est à fond. C'est vraiment étonnant l'énergie qu'il déploie depuis qu'il a été désigné président du Parlement le 5 janvier. Il a immédiatement, le lendemain de l'investiture de Maduro, organisé ce qu'on appelle un cabildo abierto, c'est-à-dire en fait une réunion ouverte où il a réussi à réunir de nouveau, enfin il y avait 2 000 à 3 000 pour le premier cabildo qu'il a organisé le 11 janvier. C'était impressionnant qu'il y ait 2 000 personnes, car ça faisait des mois et des mois que l'opposition ne parvenait plus à mobiliser ses troupes. Les gens étant plus occupés à essayer de survivre et d'acheter à manger où ils peuvent, et en faisant des queues d'heures et d'heures et d'heures, plutôt que de faire des manifestations. Et là, tout d'un coup, il a redonné une énergie à cette opposition de manière tout à fait surprenante et étonnante. Et là, il est parti pour durer. C'est très étonnant. C'est la première fois d'ailleurs que le pouvoir de Maduro semble reculer. Il a reculé sur plusieurs choses. Pas très importante, mais on le voit, il est plus à l'initiative alors qu'il l'était auparavant. Il a reculé sur une première chose, c'est que ce qui est étonnant, c'est que Juan Guaidó n'est toujours pas en prison. C'est ça qui est très étonnant, et ça, c'est un sévère recul. C'était une question qu'on se posait, parce qu'il y a quand même un certain nombre de leaders de l'opposition qui sont soit en exil, soit en prison, mais lui n'est pas en prison. Non, il a été arrêté pendant 40 minutes le dimanche 13 janvier. Et, sur une route, il y avait scène des complètement images surréaliste, étonnantes, où sa voiture a été bloquée, ils l'ont pris dans une voiture. Et ce qu'il m'a raconté, moi, c'est qu'il a discuté avec ces gens qu'il avait arrêtés, leur expliquant qu'il faisait... C'était la police politique, la C'était la CEBIM, CEBIM, la police politique. Et leur expliquant qu'il leur assurait une amnistie s'ils désobéissaient au pouvoir. Et il dit, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils m'ont libéré, mais ils m'ont libéré. Alors, l'un des derniers développements de la situation, c'est une déclaration ces dernières heures du président, lui légal, Nicolás Maduro, à l'agence russe RIA Novosti. Elle s'affiche en ce moment, et il dit que ce serait très bien d'organiser des élections législatives plus tôt. Cela constituerait une très bonne forme de discussion politique, une bonne solution par le vote populaire. Est-ce que Guaidó peut accepter cette proposition, cette main tendue de Nicolás Maduro? Alors ça, c'est typiquement les mains tendues, les fausses mains tendues de Maduro. Pourquoi? Car l'opposition réclame une élection présidentielle, estimant que le président que vous avez appelé légal, en fait, l'estime illégale. Et c'est une élection présidentielle qui demande, parce que les conditions dans lesquelles se sont passées les élections en mai 2018 étaient vraiment... ce n'étaient pas les conditions normales d'élection, puisqu'il n'y avait pas de candidat de l'opposition ou un fantoche, et il n'y a pas eu de campagne électorale, les partis étaient interdits, enfin voilà. Alors des législatives... Donc les conditions démocratiques d'une élection n'avaient été pas réunies. Et les législatives, c'est extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, ils proposent une législative d'un Parlement dominé par l'opposition. C'est-à-dire qu'en fait, il dit oui, on veut bien faire des législatives, en fait, c'est pour vous virer, vous, du Parlement, vous, l'opposition. On peut quand même pas dire que Maduro commence à reculer en faisant justement ce genre de déclaration, ce genre de main tendue. Si, il a abandonné son ton très agressif qu'il avait. Il fait une fausse main tendue, mais il fait quand même un geste
pour paraître plus calme, et il propose une négociation. Il a proposé une négociation. L'opposition ne veut plus négocier parce qu'on a déjà eu 2 ou 3 séances de négociation où ils se sont fait promener par le pouvoir. Donc, ils ne veulent pas négocier, mais ils proposent quand même une négociation. C'est-à-dire qu'ils se positionnent dans une apparence d'ouverture. Dans son interview qu'il vous accorde, il fait état d'une situation alarmante du pays, Juan Guaidó. 3,3 millions de départs à l'étranger, presque 13% de la population, 53% de récession en 5 ans, une inflation de 1 million de pourcents. Vous étiez au Venezuela donc, ces derniers jours. Est-ce que ces chiffres sont justes? Est-ce que ce n'est pas du catastrophisme? Ce n'est absolument pas du catastrophisme. Moi, je vais vous raconter juste une histoire. Une famille, une maman qui se pose la question le lendemain, est-ce qu'elle envoie son fils à l'école et paye le bus, ou est-ce qu'avec l'argent du bus, elle achète à manger? Voilà. Le choix, c'est ça. Il y a 55% des enfants qui sont déscolarisés actuellement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école. 55% des enfants vénézuéliens qui sont déscolarisés. Est-ce qu'il y a encore des choses dans les magasins au Venezuela? Il n'y a plus rien. Les gens mangent avec ce qu'on appelle des claps, c'est-à-dire c'est des colis distribués par l'État dont on peut s'emparer seulement si on a une carte du parti au pouvoir. Jusqu'à quel point l'armée peut soutenir le civil Maduro? Ça, c'est une question essentielle et auquel on n'a pas de réponse parce que l'armée, c'est toujours difficile d'avoir des informations au sein de l'armée. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même eu quelques rébellions ces derniers mois. Il y a actuellement entre 150 et 200 militaires qui sont en prison pour rébellion, ce qui prouve que la troupe, parce que la troupe, elle, souffre de la même manière que l'ensemble du peuple, dans la troupe, il y a vraiment il y a un ressentiment terrible et ils sont prêts à bouger, sauf qu'ils sont très surveillés. La CEBIM est une politique très efficace et il y a aussi un encadrement cubain qui est très efficace sur l'armée. Est-ce que le soutien apporté par un pays aussi honni que les États-Unis ne risque pas de nuire à l'opposition? Bien sûr que si. L'image de... Quand même, ce qui est frappant, c'est le caractère explicite du soutien américain. Voilà, et ce qu'ils avaient évité de faire jusque-là, et qu'ils font maintenant. Et c'est vrai que c'est pas forcément... D'ailleurs, Guaidó est assez prudent là-dessus, sur ce soutien américain. Mais finalement, le problème, c'est que les États-Unis ont un pouvoir extraordinaire sur le Venezuela, puisque c'est les seuls qui achètent du pétrole, c'est les seuls qui fournissent des devises au Venezuela. Ils peuvent donc tout bloquer. L'annonce qui a été faite il y a 2 jours du boycott sur le pétrole vénézuélien est d'une gravité extrême. C'est-à-dire que les seuls clients du pétrole vénézuélien qui payent, c'est les États-Unis. Là, ils ne payent plus, il n'y a plus de rentrée de devises. Et comme le pays n'a plus d'industrie, n'a plus d'agriculture, ils achètent tout ce qu'ils consomment à l'extérieur, ils ne peuvent donc plus rien acheter. Les conditions de vie des Vénézuéliens dans les jours qui viennent, très rapidement, vont être très, très compliquées. Merci Patrick Bell pour ces premières précisions et ces évocations donc, du Venezuela où vous étiez il y a encore quelques jours. Votre interview de Juan Guaidó, elle, est à retrouver sur le Figaro.fr, bien sûr, rubrique internationale. Faut-il de nouvelles élections au Venezuela? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. On a posé la question au pape François, en tout cas on lui a demandé son sentiment sur la situation sur place et voici quelle a été sa réponse. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Bonjour René Frégosi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche en sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Et on recommande d'ailleurs, puisqu'on voit un Argentin, l'étude que vous avez faite sur l'Argentine de Perón dans les temps modernes. On peut le retrouver, c'est même en tête de gondole dans certaines gares, à Saint-Lazare, notamment à Paris. Puisqu'on parle d'Argentine, il est prudent, hein, l'Argentin Bergoglio. Mais il est surtout péroniste. C'est comme beaucoup d'Argentins. Oui, il est prudent. Au Venezuela, ils avaient fait appel à lui justement pour les négociations dont parlait tout à l'heure Patrick Bell, des négociations qui étaient finalement bidons, qui n'ont pas abouti parce qu'en fait, le pouvoir vénézuélien n'était pas décidé à négocier.
L'est-il aujourd'hui? Sachant que l'Église actuelle, enfin ceux qui tiennent le pouvoir au Vatican, connaissent bien le Venezuela, parce qu'il y a l'Argentin Bergoglio, et il y a également son bras droit, Parolin, qui était, avant l'élection de Bergoglio, l'ambassadeur du Saint-Siège au Venezuela. Oui, mais moi je pense qu'il vaut mieux pas trop compter sur le Vatican. Je préfère compter sur les forces vénézuéliennes, et notamment sur les forces de l'opposition. Mais en fait... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est pas avec de la morale qu'on va faire céder le gouvernement vénézuélien. C'est pas avec des sentiments chrétiens qu'on le fera céder. C'est d'une part, effectivement, je coïncide tout à fait avec ce que vient de dire Patrick Bell. Hein. D'une part, il y a évidemment la dimension plus qu'économique. En fait, aujourd'hui, c'est la dimension humanitaire, comme il l'a très bien expliqué. Au bout d'un moment, quand même, le peuple est en train de mourir, en fait. Donc, bon, au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête. Et puis, il y a ce positionnement de l'opposition qui est vraiment très, très juste, c'est-à-dire cette décision de voter une loi d'amnistie. On prévient les Vénézuéliens. Il n'y aura pas d'épuration, il n'y aura pas de règlement de compte. Voilà. C'est le message qu'envoie l'opposition et qui peut permettre le succès de son opération. Comment se positionnent les autres pays d'Amérique latine, René Fraghesi ? Alors, les autres pays d'Amérique latine ont tardé depuis plusieurs années à prendre en compte ce que disait l'opposition démocratique. Mais aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs mois, et notamment le secrétaire général de l'OEA, l'Organisation des États américains, Luis Almagro, qui est un socialiste uruguayen, qui préside donc cette Organisation des États américains. Plutôt Maduro compatible comme profil. En fait, non. Oui, enfin, a priori, pour le Frente Amplio. Mais lui, personnellement, Luis Almagro, c'est un vrai social-démocrate, c'est-à-dire qu'il considère que le Venezuela est une dictature. Et il a donc fait prendre position à l'OEA en faveur d'une transition à la démocratie, c'est-à-dire ce que demande l'opposition. Une transition, c'est-à-dire une sortie négociée et pacifique de la dictature. Là, on avait vu la Colombie, le Brésil également, être prêts même à aller plus loin, à avoir une confrontation armée avec le Venezuela de Maduro. Oui, mais enfin, bon, non, ça c'est pas sérieux. Ça, je pense que ça fait monter la pression inutilement. En plus, ce sont des gouvernements de droite, mais ce sont des gouvernements, il faut quand même le dire, ce sont des pays qui subissent un vrai problème de migration des Vénézuéliens. Il y a plus de 10% de la population vénézuélienne, c'est-à-dire plus de 3 millions de Vénézuéliens qui sont sortis. Et ils sont sortis parce qu'ils ont faim, parce qu'il n'y a plus de médicaments, parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Et donc, ils ont été en premier lieu en Colombie et au Brésil. Donc, c'est un vrai problème pour ces pays frontaliers. Il y a un problème humanitaire international. Qu'est-ce qui reste de la nostalgie chaviste sur le continent latino ? Ça, c'est difficile à estimer, mais je crains qu'il n'en reste pas mal. Et est-ce que justement, ça peut permettre ça peut être des soutiens à Nicolás Maduro ? Non, des soutiens, non, pas vraiment. Mais si vous voulez, le problème en Amérique latine, c'est Cuba. Hein. Cuba, l'État cubain et l'État vénézuélien, je le dis souvent, mais c'est hélas vrai, vivent en fait en symbiose. Les Cubains ont la haute main sur l'État vénézuélien, c'est ce qu'ils cherchaient déjà depuis plusieurs années. Et donc, la solution passera aussi, je pense, par une négociation avec les Cubains. Il faut, en échange peut-être d'une certaine aide, parce que les Cubains aussi souffrent. Cuba est un pays extrêmement pauvre, les Cubains souffrent beaucoup. Je pense qu'en échange de certaines aides, il faut enfin que Cuba laisse le Venezuela libre de décider de son destin. Oui, parce que le Venezuela en fait donnait son pétrole à Cuba en échange des médecins cubains et également mais pas seulement, des agents de sécurité. Oui, mais pas seulement. Et pas seulement. Mais donc, prendre en main son destin pour le Venezuela, ce sont en effet des élections, mais comme le disait fort justement Patrick, pas les élections législatives, l'élection présidentielle. Nicolás Maduro, on a appelé à une médiation du nouveau président mexicain de gauche radicale, Andrés Manuel López Obrador. Est-ce qu'il peut jouer un rôle d'apaisement ?
S'il le souhaite, oui, peut-être. Si AMLO le souhaite, si Manuel López Obrador le souhaite. Pour le moment, il s'est positionné effectivement plutôt du côté du pouvoir chaviste. Mais enfin, j'ose espérer quand même qu'il se rend compte de la situation et qu'il sait que le Venezuela vit sous une dictature. Donc peut-être. Merci René Frégosi. Je signale votre dernier livre, Les nouveaux autoritaires, justiciers, censeurs et autocrates. Et le prochain, on peut signer français, encore un effort pour rester laïque. Il sort à la fin de la semaine. Alors c'est dans un autre domaine. Faut-il de nouvelles élections au Venezuela? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Nicolas Maduro, on l'a vu, se défend bec et ongle. Sa cible favorite, on l'a vu, on va le voir, c'est l'étranger, le Yankee en particulier, et donc Donald Trump. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. ¿Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela? Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. De son côté, Juan Guaidó s'est de nouveau exprimé ces dernières heures et il se félicite de l'implication de la France. C'est en tout cas ce qu'il a confié à nos confrères de France Info. Ha tenido ha estado muy pendiente de la situación venezolana, ha estado muy pendiente de la democracia y la libertad, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y creo que hay un respaldo importante a la causa venezolana. Este momento que está viviendo hoy Venezuela es la suma de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de muchas marchas, de haber ganado elecciones, de haber rechazado una farsa electoral el pasado 20 de mayo, de haber construido nosotros las capacidades para poder interactuar con todo el mundo, reconociendo no solamente la Constitución, sino la causa democrática venezolana. Y le agradecemos mucho al presidente Emmanuel Macron por ese respaldo que le ha dado a la Constitución y a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Vous êtes la spécialiste des questions diplomatiques au Figaro. Quelle est la nature exacte du soutien de la France à Juan Guaidó à l'heure actuelle? Alors, c'est d'abord un soutien à la démocratie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Emmanuel Macron a soutenu l'opposition vénézuélienne assez rapidement. Il a, je crois que c'est la première fois pour un chef d'État français, il a rencontré à 2 reprises une délégation de l'opposition vénézuélienne. Je crois que c'est en partie dû à l'activisme et à la très grande efficacité de l'ambassadeur de France au Venezuela aujourd'hui. Romain Nadal, oui. Ancien porte-parole du Quai d'Orsay. Ancien porte-parole du Quai d'Orsay. Et qui, effectivement, on a pu le lire, notamment, effectivement, qui paraît se démener dans cette affaire. Le Venezuela aura quand même réussi une prouesse. En gros, c'est de réunir les 27 pays de l'Union européenne, sauf la Grèce. Pourquoi cette unité? Et, question subsidiaire, pourquoi la Grèce ne s'y associe pas? Alors, c'est effectivement quand même assez rare pour être noté. Il y a peu de sujets qui font l'unanimité en Europe. On pourrait citer l'accord sur le nucléaire iranien, effectivement, qui a réuni tous les pays européens. Mais sur d'autres sujets de crise, comme les sanctions contre la Russie après l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine en 2014, l'Europe était beaucoup plus divisée. Elle continue à l'être. Il faut à chaque fois forcer cette unité. Là, l'unité de l'Europe s'est faite relativement vite, sauf la Grèce qui a des intérêts financiers avec le Venezuela. Mais elle s'est faite aussi parce qu'en fait, 3 pays ont pris le lead du soutien. Pardon, Isabelle, ce soutien, il s'est fait autour de cette position déjà que vous avez exprimée pour la France, c'est-à-dire un soutien à la démocratie et en gros à des élections libres. Hein, c'est la position des Européens. Présidentielle. C'est la position des Européens depuis longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le vendredi dernier, l'Union européenne n'a pas réussi à avoir un communiqué commun. Parce que justement, un pays comme la Grèce, les appréciations sont différentes. L'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, voulait aller beaucoup plus loin, et la Grèce, beaucoup moins loin. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est aussi assez étonnant, c'est qu'il y a 3 pays, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, hein, qui est pour l'instant encore dans l'Union européenne, qui ont pris le lead de la question, surtout l'Espagne et la France, et qui ont en fait une position médiane entre celle de Donald Trump et la position européenne qui est de demander des élections libres, et qui ont dit qu'elles reconnaîtraient le président par intérim autoproclamé
si des élections présidentielles n'étaient pas organisées rapidement. Il faut quand même dire que le Venezuela est un peu, quand même, semble être une nouvelle ligne de fracture, un terrain de confrontation entre puissances. Est-ce qu'une majorité d'États, au niveau international, quand même, continue de reconnaître Nicolás Maduro? Enfin, il y a une majorité d'États qui ne disent pas grand-chose, en fait. Mais il y a une fracture très nette, et là aussi, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que d'habitude, entre les pays, les démocraties, en fait, là, comme celle de l'Union européenne et les États-Unis, qui se sont opposés à Maduro et qui soutiennent le chef de l'opposition, et les régimes autoritaires ou les puissances révisionnistes qui soutiennent Maduro. Alors dedans, on met la Turquie, la Russie, l'Iran, la Chine. Il y a même des pays comme l'Ossétie du Sud, enfin des républiques sécessionnistes de Géorgie soutenues par la Russie, y compris militairement, comme l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui soutiennent Nicolás Maduro. Il y a aussi la Bolivie du socialiste Morales. La ligne de fracture entre les démocraties et les régimes autoritaires est tout à fait claire. Alors pourquoi, en fait, tous ces régimes autoritaires ont plusieurs intérêts à soutenir Maduro? D'abord, c'est des intérêts idéologiques et géostratégiques. Il s'agit aussi d'exporter un modèle politique autoritaire, notamment c'est le cas de la Chine et de la Russie, qui veulent vraiment, aujourd'hui que l'Occident est en recul, importer ce modèle de gestion politique. Il y a aussi des questions en fait, d'opposition aux États-Unis. Et puis il y a des raisons économiques, parce que ces pays en fait, profitent de la faiblesse économique du Venezuela pour acheter des matières premières à bas prix et en fait piller en quelque sorte ce pays. Donc il y a beaucoup de raisons. Par exemple, jusqu'où peut aller le soutien russe et chinois à Maduro? Ça, c'est encore la question, c'est comme la question à 100 €, c'est comme la question de l'armée. On ne sait pas, il y a des conseillers militaires russes aujourd'hui au Venezuela, ils ont été renforcés parce qu'il y en avait déjà avant. Je vois mal la Russie intervenir militairement au Venezuela aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut lâcher le Venezuela? C'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'elle peut lâcher Maduro? Ça m'étonnerait parce que la Russie, justement, en fait, sa diplomatie mondiale, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas cité, elle soutient Maduro, c'est que la Russie s'oppose aux Occidentaux en disant vous lâchez vos alliés en permanence quand ça ne vous arrange plus, vous les lâchez. Nous, quand on a un allié, on ne le lâche jamais. Et on a dit depuis 2 ans ou 3 ans que la Russie allait forcément un jour lâcher Bachar el-Assad en Syrie. Elle ne lâche pas Bachar el-Assad. Et c'est un message super important pour les alliés de la Russie en disant nous, on reste jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que, à quelques exceptions près, notamment celle de la Turquie, la fracture qu'on observe au niveau mondial, cette planète coupée en deux entre les démocraties et les non-démocraties ou régimes autoritaires ou puissances révisionnistes, s'est observée aussi en Syrie. À part la Turquie, c'est vrai que ce sont les démocraties qui se sont vraiment opposées. C'est en train de devenir un peu plus complexe aujourd'hui, mais au début, ce sont les démocraties qui se sont opposées au régime de Bachar el-Assad et les non-démocraties qui ont soutenu et qui continuent de soutenir Bachar el-Assad, et notamment la Russie, l'Iran et, à un moindre degré, la Chine. Et Bachar el-Assad continue à soutenir Nicolás Maduro. Voilà, la boucle est bouclée comme ça. Merci Isabelle. J'en profite pour signaler votre livre. Je ne l'ai pas lu, je le confesse, mais j'ai très envie de le lire après avoir lu votre interview dans le Figaro Magazine avec Alexandre Devecchio. Le réveil des armées, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès avec une préface de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Henri Benteja. Faut-il de nouvelles élections libres au Venezuela? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Il y a un homme qui les souhaite, on l'avait jamais vu. En tout cas, on n'avait jamais vu le président américain aussi impliqué. Eh bien, voici pourquoi. Explication par Donald Trump lui-même. It's a very sad situation. That was the richest state in all of that area. That's a big, beautiful area, and by far the richest. And now it's one of the poorest places in the world. That's what socialism gets you, when they want to raise your taxes to 70%. You know, it's interesting.
Alors, en attendant que Isabelle Lasserre nous rejoigne, on va prendre vos questions. Vous avez été nombreux à poser vos questions. Vous continuez à nous les poser sur Twitter. Vous continuez sur Twitter et sur le chat du Figaro, à droite de cet écran, à droite de ce player. Il faut de nouvelles élections, nous dit Mr. Rare. C'est celles qui ont été menées par le régime maduriste ont manqué de transparence et n'ont pas suivi les procédures habituelles des élections. Date, pas d'observation internationale confiable, suppression des voix et un candidat d'opposition choisi par Maduro. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick. Avec une précision, il faut des nouvelles élections, mais dans des conditions démocratiques. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un Conseil national électoral dont l'ensemble des recteurs, sauf un, sont chavistes. Et si des élections sont organisées demain, présidentielles, avec ce système électoral, ça va bien se passer. C'est pour ça que Juan Guaido est très prudent là-dessus. Il dit d'abord une période de transition, puis les élections. Ce n'est pas les élections directement. Célera nous dit ce sont avant tout les Vénézuéliens qui doivent prendre les choses en main et faire aller les choses dans le sens qu'ils souhaitent. Vu le climat, Maduro ne pourra pas tenir bien longtemps. Est-ce que c'est votre pronostic? C'est difficile, hein. C'est quand même assez. Ce qui est quand même nouveau et inédit, c'est cette asphyxie générale quand même de l'économie. C'est-à-dire, ce qui est très étonnant, c'est que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on est tous étonnés que ce régime tienne. C'est ça. Et là, il tient encore, mais comment il tient jusqu'à aujourd'hui, c'est très étonnant. Alors, est-ce que c'est l'extrême misère qui fait que la révolte populaire ne s'exprime pas? C'est-à-dire que dans l'extrême misère, on ne se révolte pas, on essaie de survivre. C'est peut-être ça, mais c'est-à-dire, ils se mobilisent dans des manifestations, ils se font réprimer violemment, il y a eu plusieurs morts là encore, il y a des emprisonnements, qui dit emprisonnement dit torture. Mais bon, on n'en voit pas le bout parce que effectivement, l'opposition refuse d'aller à la guerre civile ouverte. On est dans une guerre civile larvée de la part du pouvoir chaviste. L'opposition, elle, veut une transition pacifique. Donc, évidemment, on retient aussi les gens. Enfin, on ne veut pas les envoyer à la mort. Donc, c'est une position très difficile pour les responsables politiques de l'opposition. Mais effectivement, vous savez, il y avait un militant de l'ANC qui disait... au bout d'un moment, lorsque trop de cadavres seront entassés, ils empêcheront de fermer la porte. Et donc on peut se demander si aujourd'hui on n'en est quand même pas là au Venezuela. Et le régime sera obligé de céder. FM nous dit pourquoi ne pas faire un référendum révocatoire et pourquoi les États-Unis se mêlent-ils de la politique au Venezuela? Il y a une question subsidiaire, Isabelle même, c'est que pourquoi les Américains finalement, s'ils détestent tant le régime chaviste, n'ont-ils pas fait plutôt ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire geler notamment les actifs de la société qui produit le pétrole au Venezuela, la PDVSA? Parce qu'il y a des interactions. Ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la politique de Donald Trump devient de plus en plus décomplexée absolument dans tous les domaines. C'est rentré en Syrie, on fait la paix avec les talibans et on va se retirer d'Afghanistan. Et il est quand même revenu en arrière vis-à-vis de Cuba sur la décision, sur les initiatives de François Hollande. Oui. Donc il est vraiment très décomplexé. Il y a une autre chose quand même qui est finalement assez intéressante, c'est que ça fait des mois et des mois que les pays de l'Union européenne sont à couteau tiré avec les États-Unis de Donald Trump, souvent même vraiment au bord de la crise. Et là, ironie de l'histoire, vis-à-vis du Venezuela, les Européens et les États-Unis parlent d'une seule et même voix. Enfin, Donald Trump est allé plus loin que l'Union européenne, comme d'habitude, puisqu'il a reconnu tout de suite le chef de l'opposition, alors que la France et les pays européens pensaient qu'il y avait encore, et pensent encore qu'il y a encore une marge de manœuvre. Mais malgré tous les travers de Trump, ses excès et ses décisions parfois, d'ailleurs souvent totalement caricaturales, il est quand même à la tête d'une des plus grandes démocraties du monde. Et que les démocraties sur ce type de sujet, finalement, se retrouvent une fois de plus. Nathalie nous dit qu'il faut organiser de nouvelles élections. Le peuple vénézuélien est en train de souffrir. Il y a par contre d'autres personnes sur le chat qui s'insurgent
dans le fait que la France s'implique dans cette crise. Au lieu de faire de l'ingérence, on continue après d'autres pays. Pourquoi la France ne s'occupe pas plutôt de ses problèmes internes? Que le gouvernement français s'occupe de régler les problèmes de la France et des Français au lieu de s'occuper des affaires du Venezuela. Ça m'évoque quelque chose, c'est que c'est un peu l'argument qui a été donné par l'ambassadeur de Russie, il me semble, au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a renvoyé la France à la situation des Gilets jaunes. Oui, mais alors ça, c'est tout le temps comme ça. C'est une technique à la fois de propagande et de contre-attaque. C'est tout le temps comme ça. Enfin, en ce moment, dès qu'Emmanuel Macron se mène de quelque chose, la Russie essaye de pousser, enfin de le dire illégitime, parce qu'en fait, il se passe la même chose en France. Enfin, il ne se passe pas du tout la même chose en France. Je suis désolée, il n'y a pas de famille en France. Les gens ne sont pas en train de fuir ce pays. C'est une contestation de quelques milliers de personnes dans la rue. C'est complètement... Qui payent trop d'impôts, mais ça, c'est tout. Non, mais c'est complètement ridicule, quoi. Mais en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, pourquoi Vladimir Poutine... oui, il aurait tort de ne pas le dire, ça marche à chaque fois. Non. Organiser les élections législatives, nous dit Litan, ne coûteront rien à Maduro. Son parti, il n'y a pas la majorité des sièges, et c'est la raison pour laquelle il a préféré mettre en place sa constituante, qui fait office de parlement bis entièrement dévoué à son parti. Est-ce que vous pouvez décrypter d'ailleurs cette évocation? Ça va être compliqué. En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux parlements au Venezuela? En fait, il y a deux parlements. Il y en a un qui a été élu en 2015 et qui est dominé par l'opposition. Il a tout de suite été en conflit avec le pouvoir chaviste et avec Maduro. Et du coup, Maduro leur a petit à petit retiré leur pouvoir législatif, leur pouvoir de délibération, leur pouvoir de surveillance du budget. Et en fait a organisé des élections constituantes pour faire une Assemblée nationale constituante qui n'a rien de constituant puisqu'elle n'écrit pas de constitution, mais a pris en fait le pouvoir législatif. Et c'est cette Assemblée nationale constituante qui vote les lois, qui fait le budget et qui même convoque les élections. JMCO nous dit à propos de Nicolas Maduro, on sait depuis longtemps que lorsqu'on donne le pouvoir à ce type d'individu, il est très difficile de le récupérer. Parfois, il faut attendre jusqu'à sa mort. Ce pouvoir, il a été donné au départ par Hugo Chavez, juste quelques mois avant sa mort, quand il est allé se faire soigner à Cuba. Oui, mais c'est aussi... Maduro n'est pas un homme seul, de la même façon que Juan Guaido n'est pas un homme seul. Le chavisme, c'est tout un système, c'est des tas de gens. Maduro, c'est la figure de proue, bien sûr, du chavisme aujourd'hui, mais c'est tout un système, hein, c'est pas un homme seulement. Ce qui frappe quand même quand on regarde Maduro, c'est quand même qu'il est plus d'un niveau en dessous que l'était Hugo Chavez. Comment se fait-il que Chavez ait choisi et jeté son dévolu sur Maduro ? Mais justement, je pense que c'était celui qui pouvait faire consensus au sein des différents groupes chavistes. Et justement, il faisait consensus parce que c'était le plus nul. C'est votre avis aussi, Patrick Bell? Peut-être pas le plus nul, mais c'est vrai qu'on l'a choisi parce qu'il faisait consensus. Il y a un moment, Diosdado Cabello qui... Il y a une personne importante d'ailleurs dans l'entourage de Maduro, c'est sa compagne, qui a été une des figures de proue du chavisme. Oui. C'est un parti, c'est un groupe très familial, très solidaire. Ils sont, les fils, les enfants, les femmes, tout le monde est dans le parti. Et c'est un système, comme le disait René, c'est vraiment, on a choisi Maduro parce qu'il n'avait pas suffisamment de charisme et de force pour inquiéter tel et tel groupe. Il a toujours été l'homme des Cubains. Et comme c'est les Cubains qui tiennent tout, ça tombe bien. Alors, Corinne nous dit, par contre, si les États-Unis se mêlaient de leurs affaires au lieu de vouloir tout pour eux, le Venezuela serait prospère. Non. Non, là vraiment, le régime chaviste a vraiment ruiné le pays. Ça n'a rien à voir avec les sanctions ou une intervention extérieure. C'est une gestion du pays qui a été terrifiante, c'est-à-dire que, non-gestion. Une non-gestion, c'est-à-dire une distribution de la rente pétrolière sans investissement sur le pétrole, ce qui fait que désormais, le pays n'est plus capable pratiquement d'exporter du pétrole. Il en produisait 3,5 millions de barils en 2013-2014. Il n'en produit plus aujourd'hui que 700 000 barils.
Donc ce n'est pas non plus le prix du pétrole qui a ruiné le pays, c'est l'appareil productif qui est totalement détruit. Et totalement vétuste et qui ne s'est pas modernisé. Il faut quand même peut-être le préciser, c'est aussi des réformes qui n'ont pas été faites avant l'arrivée de Chavez au pouvoir. Oui, Chavez est arrivé parce qu'il y avait une crise économique, sociale, politique. Et le peuple vénézuélien espérait que l'État-providence antérieur allait être restauré par Chavez. Et en fait, non, il a exproprié plusieurs milliers d'entrepreneurs, donc tout le tissu industriel qui a été mis à bas, l'agriculture a été complètement anéantie, alors que c'est un pays riche aussi, par sa terre, pas seulement par le pétrole, comme le disait Patrick. C'est pas le prix du pétrole qui fait la crise humanitaire aujourd'hui. C'est une économie à la fois étatisée à la soviétique et hyper corrompue. Donc le résultat est patent, enfin, c'est atroce. Et vous avez répondu également à Anne qui nous demandait si le Venezuela ne pouvait pas vivre de ses ressources pétrolières seul. En tous les cas, pas en ce moment, puisque les actifs sont gelés. Georges nous dit, s'il y a des élections libres, Maduro gagnera à nouveau car il est soutenu par la majorité de son peuple. Ah non. Vous n'y croyez pas ? À la majorité de son peuple, sûrement pas, parce que figurez-vous que bien que les élections de décembre 2015, les élections législatives dont parlait tout à l'heure Patrick, bien qu'elles n'aient pas été des élections libres, parce qu'il n'y avait pas liberté de candidature, il n'y avait pas liberté de propagande, etc., malgré tout ça, la vague de contestation du régime chaviste était tellement forte qu'elle a surmonté tous les obstacles mis à l'opposition et l'opposition a gagné les 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, une large majorité, au moins 80% des Vénézuéliens, rejettent le chavisme. Le problème du chavisme, c'est qu'il n'a pas cette notion-là de la démocratie. Le chavisme résonne comme les bolcheviks, comme Lénine. En fait, lorsque le peuple est en désaccord avec le parti, on dissout le peuple, comme disait Brecht. Et donc, lorsque le peuple ne vote pas chaviste, eh bien, c'est le parti qui prend le dessus parce que c'est le parti qui connaît l'intérêt du peuple et pas le peuple. Donc le peuple, il a voté. Et il a voté largement, massivement pour l'opposition. Patrick ? Oui, je voudrais apporter une petite nuance. Il y a Maduro et le chavisme. Il y a encore beaucoup de Vénézuéliens qui sont chavistes, très, très sincèrement, en mémoire de Chavez, en mémoire de Hugo Chavez, qui est une figure emblématique chez beaucoup de Vénézuéliens. Mais par contre, Maduro, lui, c'est sûr qu'il ne peut pas être réélu et qu'il a un rejet de l'ensemble de la population. Mais il y a une partie de la population qui reste chaviste. Juste un dernier point, Isabelle, avec vous. C'est un internaute qui nous demande ce qu'on pense du rapport de l'expert de Zayas de l'ONU. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Alors là, il faudrait que quelqu'un me rafraîchisse la mémoire, parce que je sais pas. C'est sur un rapport sur les droits de l'homme. Et que les États-Unis ne respecteraient pas les droits de l'homme. On y reviendra peut-être spécifiquement dans une autre, dans une autre émission, mais il me semble qu'on est un petit peu décalé. On est un peu loin. Parce que si on commence à parler de Guantanamo, là, on en a faut faire une autre émission. Mais c'est à Cuba, et on fera une émission spécifique sur Cuba et sur l'avenir du régime cubain. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation, ces dernières informations aussi que vous rapportez du terrain, Patrick, et puis ces éclairages diplomatiques et effectivement toutes ces années que vous avez travaillé sur ces questions et à fréquenter également les cadres du chavisme ou du péronisme. René Frégosi, merci beaucoup. Je rappelle votre dernier livre, Les Nouveaux Autoritaires, Justiciers, Censeurs, Autocrates. C'était aux éditions du Moment. Et donc je précise que vous avez un nouveau livre en préparation sur la laïcité. Le réveil des armées, c'est le nouveau livre d'Isabelle Lasserre et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et c'est absolument à lire, si j'en juge déjà, parce que j'ai pu en lire dessus. Et l'interview de Juan Guaido par Patrick Bell est à retrouver sur lefigaro.fr à la rubrique internationale. Dans un instant, le talk, Yves Tréhard reçoit Marie-Noëlle Lindemann. Ce soir,
vous avez rendez-vous avec Point de vue, ici même avec Guillaume Roquette. Vous avez également le numéro mensuel d'une série Éoli avec Maxime Cuny qui revient sur la série Engrenage. Et cet après-midi également, il y a la plus vieille émission de Figaro Live Musique. Ce sera à 16h. Merci beaucoup. Demain, on revient ici même dans les décrypteurs sur les 80 km/h, le vrai bilan. À très vite sur Figaro Live.